Bonjour Pascal. Pascal, tu es l'une des responsables de Femmes Solidaires. On te présentera bien évidemment plus complètement tout à l'heure, mais je voudrais tout d'abord te remercier d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour La Raison, le journal de la Fédération nationale de la libre pensée. Et je voudrais également préciser que cette interview est réalisée en visioconférence et qu'avec ton accord, elle pourra être ensuite consultée sur les sites de la libre pensée, de la Fédération nationale et du groupe Fred Zeller. Voilà. Alors, merci donc encore d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Tout d'abord, Pascal, peux-tu te présenter ton parcours de militante très active, je le sais. Merci aussi de me permettre de m'exprimer parce que je pense qu'il faut faire circuler la parole à l'époque que nous vivons, qui est une époque assez complexe, je dirais. Voilà, alors me présenter, je suis effectivement aujourd'hui membre de la direction collégiale du comité départemental de Femmes solidaires d'Ordogne. Alors je m'explique un petit peu plus sur cette organisation peut-être, parce que ça me paraît intéressant aussi vu le contexte actuel. J'ai été présidente pendant près d'une dizaine d'années de ce comité départemental et nous avons souhaité collectivement partager les responsabilités en mettant en place une direction collégiale qui est en place depuis septembre seulement. Donc, on est vraiment dans les balbutiements de cette nouvelle organisation, même si nous y avons travaillé pendant plus d'une année, puisque ça faisait déjà quelque temps que je souhaitais ne plus être présidente. Et pourquoi je m'étends un petit peu sur cette situation, c'est que je constate que dans diverses associations, puisque évidemment je suis adhérente dans d'autres associations, on a un réel souci d'engagement et de militantisme et de bénévolat parce que on retrouve souvent les mêmes personnes qui militent à différents endroits sur différents objets. Donc voilà, on essaye, on n'est pas les seuls à mettre en place ce type d'organisation, mais en tout cas c'est un peu nouveau et ça surprend les institutions plus traditionnalistes, on va dire, de se trouver face à un collectif. En général, on aime bien avoir face à soi une personne responsable. C'est toujours plus aisé, notamment pour les instances telles la préfecture, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, donc moi je suis engagée sur les questions du féminisme, en fait à la fois depuis longtemps, mais engagée à ce point, militante à ce point depuis une quinzaine d'années. Mais par le passé, j'étais professionnellement chargée de développement territorial en Seine-Saint-Denis et donc j'ai pu mettre en place un certain nombre de projets qui permettaient à des femmes d'accéder notamment à l'emploi ou à la formation, alors que si on n'avait pas initié de tels projets, elles seraient sans doute restées sur le bord de la route. Donc j'ai en tête de belles expériences de ce type que j'ai pu mener dans ce département formidable qu'est la Seine-Saint-Denis, parce qu'on dit souvent que c'est le pire des départements, qu'il s'y passe des choses horribles, mais il s'y passe aussi plein de choses intéressantes puisque c'est un vrai laboratoire d'expérimentation et c'est aussi vers ce département que l'on se tourne quand on a besoin de comprendre comment changer les choses. Voilà, je suis sociologue de formation, alors pas de formation initiale, puisque j'ai travaillé très jeune, juste après mon baccalauréat, j'ai tout de suite eu une vie professionnelle, mais tout au long de ma vie professionnelle, je me suis formée en interne et aussi à l'université, et ce qui m'a permis à un peu moins de 40 ans d'avoir un diplôme de sociologie. Donc, je suis, voilà, je trouve un cheminement intéressant parce que c'est toutes les questions qu'on se pose autour de comment vivre dans cette société. Et encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, mais le moment est tellement particulier que c'est intéressant d'analyser ce qui est en train de se passer. Merci Pascal. Avant d'en venir à l'histoire de l'association Femmes Solidaires, et parce qu'on en a parlé un petit peu, hein, tu l'as évoqué dans nos discussions précédentes, je sais que tu as représenté Femmes Solidaires au plan international également. Oui, tout à fait. Alors en fait, je suis donc aussi élue nationale. Femmes Solidaires, c'est une association
qui comprend 200 comités locaux répartis sur l'ensemble de la France et des DOM-TOM, qui sont aussi la France, bien sûr. Il y a un collectif national qui se réunit 3 fois par an et je suis élue au sein de ce collectif national. Donc, les élections se déroulent à chaque congrès national tous les 3 ou 4 ans. Normalement, il y aurait dû y avoir un congrès en cette fin d'année 2020. Il est reporté évidemment en 2021. Bon, et on espère qu'il pourra avoir lieu dans des conditions à peu près normales. Voilà, donc en Dordogne, nous avons 2 élus nationales à Femmes Solidaires et comme je suis élue nationale depuis, ça sera mon 3e mandat si jamais je me représente la prochaine fois. Les élus nationales vont régulièrement dans des instances nationales ou internationales. Donc en 2015, j'ai eu la chance que mes camarades me mandatent pour aller à l'ONU, à la Commission pour le statut des femmes, qui a lieu tous les ans pendant 15 jours au mois de mars. Donc, j'explique un peu cette organisation parce que je l'ignorais avant de m'impliquer autant sur ces questions de féminisme. En fait, tous les ans, au mois de mars, pendant 15 jours, les États et les États membres de l'ONU et les ONG mandatées par l'ONU se rencontrent et travaillent ensemble sur les questions des droits des femmes internationaux. Et on assiste là, quand je suis allée en 2015 avec la délégation de 4 personnes dont je faisais partie, c'est très intéressant ce qui se passe là parce qu'il y a à la fois des conférences sur un certain nombre de sujets qui touchent les droits des femmes, mais il y a aussi des négociations entre les États, des négociations entre les ONG, des négociations entre États et ONG. Et par exemple, on voit que sur tout le continent africain, les ONG sont plutôt des ONG gouvernementales, alors que ONG, c'est ONG non, organisation non gouvernementale. Eh bien là, pour le coup, de manière un peu insidieuse, ce sont les gouvernements qui financent les ONG et qui, du coup, font passer leur politique auprès de ces ONG. Donc, il n'y a pas de débat entre l'ONG et l'État. Bon, j'ai cité le continent africain, mais on assiste aussi à ce type de choses en Asie, les Asiatiques. Puis alors, il y a évidemment la religion qui se mêle de tout ça. Tous les jours, devant l'ONU, il y avait des associations pro-vie qui militaient contre l'avortement. Donc, il y avait des manifestations devant l'ONU contre l'avortement pendant la commission d'examen de statut des femmes. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe au sein de l'ONU et j'ai pu en m'y rendant vraiment me rendre compte de ça parce que parfois quand on nous dit les choses on y croit à peine et en fait j'ai pu le constater. Voilà, c'était une expérience intéressante il y a 5 ans déjà. Nous, ONG Femmes Solidaires, on travaille avec l'État bien sûr français. Donc les États rendent leur rapport annuel à l'ONU et nous, en tant qu'ONG, on rend aussi un rapport annuel. Donc on fait remonter tout ce qui dysfonctionne en termes de droits des femmes en France aussi, parce qu'il n'y a pas que ailleurs qu'il y a des problèmes en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. En France aussi, on a encore des choses sur lesquelles il faut qu'on veille et on a encore des choses à faire progresser. Je dis souvent qu'en France, toutes les lois sont là pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais les lois ne sont pas respectées. Donc, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est l'inégalité salariale. On est encore à, selon les rapports, entre 25 et 15% de salaire en moins pour les femmes, alors qu'il y a une loi qui dit que les femmes doivent être payées comme les hommes. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et autre mandat que j'ai assuré récemment, c'était l'année dernière au Conseil de l'Europe. La France était présidente du Conseil de l'Europe pour 6 mois, puisque c'est une présidence tournante. Et il a été organisé un colloque sur la qualité de l'accueil des victimes en cas de dépôt de plainte. Et donc, des pays membres de l'Union européenne sont venus parler de leur fonctionnement. La France, bien sûr, était là aussi pour parler de son fonctionnement et
se réjouir du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Ce Grenelle, pour l'instant, si je peux me permettre l'expression, il a quand même accouché d'une petite souris, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et justement, cette question de la qualité de l'accueil en commissariat ou en brigade de gendarmerie est vraiment une question sur laquelle nous, on travaille au comité de Dordogne, parce que les retours que nous avons des femmes, ils sont pas aussi positifs que ce que peut nous dire la ministre à l'égalité femmes-hommes. Voilà. Ok, merci Pascal. Eh bien, écoute, on en arrive à l'histoire de Femmes Solidaires. D'où venez-vous? Quels sont vos liens historiques et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous êtes positionné en relation, j'imagine, avec ces origines? Alors, je pense que notre origine, elle est plus que jamais importante à rappeler. Nous sommes issus des comités féminins de la résistance. Donc, les femmes, notamment, qui avaient été internées au camp de Ravensbrück, le camp dédié aux femmes et aux enfants, et qui revenant, qui étaient des militantes, bien sûr, hein, et qui revenant de son camp, pour les quelques-unes qui en sont revenues, ont continué de militer pour revendiquer le droit de vote pour les femmes, puisque nous ne l'avions pas encore. Donc, elles ont créé l'Union des femmes françaises, c'était en juin 1945. Cette Union des femmes françaises était très liée à un parti politique, hein, on peut le nommer, c'était le Parti communiste à l'époque. Euh, ce lien a duré plusieurs décennies, et puis dans les années 90, il y a eu quand même, avec plein de guillemets, une petite guerre froide entre le Parti communiste et l'Union des femmes françaises. En fait, les femmes ont cherché à s'émanciper de ce parti et ont voulu s'ouvrir à un éventail politique plus large. Donc aujourd'hui, moi, je dis souvent quand je présente l'association que c'est une association progressiste, évidemment. Hein. Nous ne sommes pas traditionnalistes et voilà, nous le revendiquons haut et fort. On veut que ça progresse. Donc, on n'est plus lié au Parti communiste. En 98, on a changé de nom pour s'appeler Femmes solidaires. Pourquoi? Parce que les femmes algériennes, suite aux événements des années 90 en Algérie, qui avaient été extrêmement douloureux et violents, ont cherché refuge pour bon nombre d'entre elles en France, et que Femmes solidaires a été, enfin, l'Union des femmes françaises a été sollicitée pour soutenir ces femmes algériennes. Et du coup, on s'est posé la question à l'époque de femmes françaises, c'est pas très adapté à cette idée de la solidarité internationale que nous développons depuis longtemps. Donc voilà, on a changé de nom, mais c'est la même association. Donc c'est une vieille association, c'est la plus vieille association féministe. Hein. On a environ 10 000 adhérents, 200 comités. On a créé il y a maintenant 6 ou 7 ans, j'ai pas révisé la date exacte, un réseau international féministe et laïque. Et ça, c'est très important aussi dans le contexte actuel de rappeler que nous sommes une association laïque. Donc, on est très attaché à cette loi de séparation de l'Église et de l'État qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Voilà, nous sommes aussi abolitionnistes, c'est-à-dire que nous sommes contre la prostitution. J'ai vu que récemment, Amnesty International s'est positionné en défendant ce qu'on a, enfin, j'utilise le terme, mais nous on le combat, ce terme, les travailleuses du sexe. Parce que si on se positionne comme ça à défendre les travailleuses du sexe, ça veut dire qu'on est d'accord avec la prostitution. Alors nous, bien sûr, on n'est pas contre les prostituées. Et si on doit accueillir une prostituée parce que elle a une demande par rapport à cette violence que constitue la prostitution, on va l'aider. Tout comme une femme voilée, on va l'aider aussi, bien sûr. Ce pourquoi on lutte, c'est contre la prostitution, contre la religion, mais on ne lutte pas contre les femmes. Au contraire, on est universaliste, donc on souhaite que toutes les femmes aient partout dans le monde les mêmes droits et que la culture ou la religion n'ait pas à interférer dans ces droits. Ça, c'est pas possible pour nous. Alors, on se fait traiter d'islamo-gauchiste, on se fait traiter de plein de noms pas très gentils, mais on est assez ferme sur cette position et notre présidente nationale nous le rappelle toujours. Il faut pas qu'on lâche parce que si nous, la France, on lâche sur ces questions-là, ça veut dire que derrière tous les autres pays qui ont déjà bien du mal à appliquer
la Convention de l'ONU, justement, ils vont lâcher aussi et que les droits des femmes, ils vont régresser comme parfois déjà ils régressent en France sur la question de la maternité, par exemple, où plein de centres de maternité ont fermé, plein de maternités ont fermé, que les centres s'éloignent, que ça met à nouveau la vie des femmes en danger parfois. Enfin, voilà. Et bon, ça serait très long à expliquer tout ça. J'essaye d'être pas trop longue. Ok, merci Pascal, c'était vraiment tout à fait intéressant là, ce que tu viens de dire et c'est extraordinaire parce que nous aussi, au niveau de la Libre Pensée, là, on a sorti quelques textes que tu pourras retrouver sur le site, hein, sur cette période actuelle où dès que quelqu'un dévie de la pensée officielle, il est traité d'islamo, machin chose. C'est absolument épouvantable. Voilà. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'Algérie, parce que je sais qu'on a eu un combat commun il y a quelques mois, mais puisqu'on parle là, de l'histoire et de ce qu'est Femmes solidaires, quelles sont vos actions et vos revendications en général, sachant qu'on va revenir après sur les aspects locaux de vos combats. Alors, bon, notre action, elle est vraiment Femmes solidaires, c'est une association généraliste. Donc parfois, on est très actif parce qu'on lutte sur plein de champs différents et d'un comité à l'autre, on peut avoir des fonctionnements finalement assez différents. Mais notre action générale, elle est sur la lutte pour les droits des femmes. Et le mot lutte, il réapparaît aussi beaucoup dans notre vocabulaire ces derniers temps parce que il ne faut pas l'oublier, on n'est pas une association de dames patronesses, surtout pas. Hein, on, voilà, on est vraiment une association de femmes qui sont en lutte. Alors après, évidemment, on est multiples dans cette association, enfin aussi bien en Dordogne qu'au plan national, donc on a des personnalités diverses. On est engagé par ailleurs sur d'autres combats qui se rejoignent parfois. Bon, donc on a différentes façons d'être présentes au sein de cette association. Certaines d'entre nous, par exemple, ne souhaite pas être qualifiée de militante. Voilà. Bon, c'est évidemment pas mon cas. Moi, je tiens à ce mot militante parce que pour moi, c'est vraiment c'est l'origine du mot, hein, militare, c'est se battre, lutter. Donc moi, ces mots-là, je me reconnais bien dans ces mots-là. Il n'y a aucun souci pour moi. Mais d'autres sont peut-être un peu plus modérés, ce côté un peu guerrière, hein, comme je le disais encore hier à une femme que j'accompagnais là. Nous sommes des guerrières. On n'est pas là pour approuver ce qu'on nous propose et se contenter de ce qu'on nous propose. C'est pas possible. Il y a encore trop d'injustice, il y a encore trop d'inégalités. Donc pour moi, il faut être des guerrières pacifistes, certes, mais des guerrières quand même. Donc voilà, au plan national, vraiment le maître mot, c'est la lutte pour les droits des femmes et la lutte pour faire respecter les droits des femmes. Parce que, encore une fois, dans notre pays, ils y sont les droits, mais ils ne sont pas respectés. Et dans d'autres pays, les droits n'y sont pas. Et par exemple, en Algérie, la religion est religion d'État. Enfin, les femmes sont soumises à l'autorité de l'homme de la naissance à la mort. Voilà. Et donc, elles, par exemple, elles nous disent ne lâchez pas parce que nous, on est en train de se battre pour que ça sorte de notre constitution, cette question de la religion. Et si vous vous lâchez, ben, on n'a plus c'est pas un modèle, mais enfin cette référence. On sait que c'est possible ailleurs, donc ça doit être possible dans notre pays. Et alors, donc en Dordogne, nous, on a choisi d'agir sur deux grandes thématiques, c'est l'éducation et l'accueil et l'accompagnement des femmes. C'est-à-dire que d'un côté, l'éducation, c'est dès le plus jeune âge, même quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il faut commencer à travailler avec les parents pour que, quel que soit le sexe de l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, ou qu'il soit même intersexe, comme on dit maintenant, on l'accueille de la même façon. C'est un être humain qui arrive, qui naît, et il a un éventail de droits incroyable à sa disposition. Et donc, faisons en sorte que ce soit une fille, un garçon ou indéterminé, il puisse avoir l'accès à tous ces droits sans distinction. Et ça nous paraît très important. Et en ce moment, on a deux femmes qui vont bientôt mettre au monde des enfants, avec qui on est amené à discuter de ça. En plus, ce ne sont pas des femmes de nationalité française, donc c'est assez intéressant
tout en douceur, on peut arriver à avoir des débats là-dessus. Donc l'éducation, pour ce qui concerne notre comité, ça consiste par exemple à intervenir en médiathèque pour aller lire des livres à des enfants dès le plus jeune âge, quand ils ont ce petit temps de sensibilisation à la médiathèque. Bon, ben, des livres de littérature non sexiste, parce qu'il existe des livres de littérature jeunesse sexiste et il en existe des non sexistes. Donc, aller un peu dire aux enfants qu'est-ce que vous pensez de ce livre, où le papa, il a un rôle auquel on s'attend pas et la maman inversement. Et après, c'est intervenir aussi en milieu scolaire, ce que nous venons de faire d'ailleurs avec la ville de Périgueux, où à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la mairie nous a invités à se joindre aux élus, à nous joindre aux élus pour présenter notre exposition C'est mon genre. Donc C'est mon genre, c'est une exposition justement qui concerne la littérature jeunesse et qui montre tous les droits possibles pour les filles et les garçons. Donc c'était très intéressant de le faire comme ça, sinon on le fait de manière un peu plus habituelle pour nous, en partenariat avec des enseignants qui nous accueillent dans leur classe et avec qui avec la classe, on peut échanger. Moi, je me souviens avoir échangé au lycée de Ribérac, par exemple, sur la question de la prostitution avec des garçons, une classe où il y avait, je crois, une ou deux filles et essentiellement des garçons. Et c'est toujours, enfin moi j'adore ça, c'est toujours très enrichissant d'aller à la rencontre de ces jeunes et de voir ce qui leur a été inculqué comme idée. Et justement, il y a souvent un panel d'idées entre avec deux extrêmes, quoi, et ceux qui sont au milieu et qui se sont pas forcément questionnés sur cette question de la prostitution. Donc bon, c'est vraiment voilà, moi je suis convaincue que par l'éducation, on va pouvoir faire bouger les choses et que c'est comme ça que notre société elle va évoluer. Et alors après, l'autre volet sur lequel on travaille, c'est l'accueil et l'accompagnement des femmes, de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Et bon, c'est le volet un peu plus noir, j'ai envie de dire, parce que c'est compliqué quand on est face à une femme qui vient nous confier un viol, une agression sexuelle, un inceste qui a bouleversé l'ensemble de sa vie. Bon, c'est évidemment, on préférerait ne faire que de l'éducation parce que le reste n'existerait pas. Mais en fait, le reste existe. Et donc, les femmes qui ne vont pas porter plainte, il y en a 90%. Je rappelle ces chiffres hein, quand même. Hein, 10% seulement des femmes qui ont subi une agression sexuelle jusqu'au viol ne portent plainte. 10% seulement. Donc, il y a les 90% qui ne portent pas plainte, qui n'arrivent même pas jusqu'au commissariat ou à la gendarmerie. Et sur les 10% qui portent plainte, 1% seulement des agresseurs sont condamnés. Donc, on comprend, je pense, rien qu'avec ces chiffres, que pourquoi les femmes ne vont pas porter plainte, puisque même quand elles ont le courage de le faire, l'agresseur n'est pas forcément condamné. Et l'agresseur même peut revenir, les agresser à nouveau, etc. Et là, je peux parler des allers-retours hein, dont on parle concernant les femmes agressées. Bien sûr qu'elles reviennent avec leur bourreau une fois, deux fois, trois fois. Et on peut espérer qu'un jour, la quatrième fois, ben, elles se séparent de ce bourreau parce qu'elles auront été suffisamment accompagnées aussi par rapport à cette situation. Donc ça, c'est le côté pas facile de notre militantisme. Bien sûr, on travaille avec les professionnels du département. Ils sont vraiment trop peu nombreux. Je veux le dire là, l'île aux femmes, qui est une structure d'accueil 2 jours pour les femmes, c'est 2 salariés, une psychologue et une intervenante sociale pour l'ensemble de la Dordogne, 2 personnes. Je vous laisse imaginer combien elles sont débordées, c'est pas possible de faire un accompagnement de qualité avec juste 2 salariés. C'est une question de moyens là aussi. Le milliard que nous réclamons pour régler ce problème de violences faites aux femmes dans notre pays. Merci Pascal. J'étais vraiment tout à fait attentif à ce que tu viens de dire parce que ça rejoint beaucoup de préoccupations que nous avons. Ça met surtout en valeur le travail au quotidien qui est fait par les militantes de ton association, patience et comment dire, acharnement à défendre chaque dossier jusqu'au bout. C'est vraiment très intéressant. Alors on en arrive maintenant aux difficultés que vous rencontrez avec le préfet de Dordogne, bon, comme l'a dit un ami commun, qui semble préférer les femmes soumises.
Oui, bon, c'est une affaire. Bien sûr, on en a beaucoup débattu en interne. Euh, non pas que nous sommes décidés à lâcher, on lâche rien, mais bon, on va le laisser à sa place, ce préfet, parce que voilà, il est pas dans le dialogue. On va quand même lui demander à nouveau un entretien. Hein, donc, on a rédigé un courrier là qui va partir en début de semaine prochaine. Rappelle un petit peu les faits quand même pour que les lecteurs Alors, de la région et ceux qui vont suivre la visio oui, bien comprennent bien sûr, quoi il bien s'agit. sûr. Alors, les faits, c'est que là aussi, on est une association ici en Dordogne reconnue comme association œuvrant pour les droits des femmes. Donc, chaque année, symboliquement, le 25 novembre, le préfet ou la préfète, puisque nous avons une préfète, reçoit les associations partenaires pour leur présenter les éléments statistiques de l'année écoulée. Donc, on a le droit là à une litanie de chiffres que je vous épargne, mais voilà. Donc, sont présents la justice, la police, la gendarmerie, les associations France Victimes, CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et de la famille, planning familial quand il existe encore. Il se trouve que le nôtre en Dordogne vient de fermer faute de militantes. Il y a un collectif de reconstruction qui vient de voir le jour, donc on espère que le planning va revenir dans notre département parce que c'est un lieu important pour l'éducation des jeunes, hein, l'éducation à la sexualité. Pour le coup, c'est quelque chose que nous ne faisons quasiment pas ou au cas par cas, mais c'est pas du tout notre mission. Donc le planning et puis quelques associations locales, bon, qui vont pas forcément dire quelque chose à des auditeurs ou auditrices nationaux, mais l'ASD, la PAR, le SAFED, voilà, des associations qui ont des financements publics et des salariés et qui font un travail remarquable et avec qui nous travaillons quand nous avons besoin de le faire. Et donc nous sommes aussi une de ces associations invitées et cette année le virus ayant le dos large, on va dire, quand nous avons questionné la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité sur cette réunion annuelle qui pour l'instant a toujours eu lieu, elle nous a dit je ne sais pas comment ça va s'organiser, il faut attendre les recommandations du préfet, etc. Bon, il se trouve que on a voulu, nous, comme la loi de 2010, il y a une loi en juillet 2010 sur l'égalité homme-femme qui a été votée et qui parle de la sensibilisation du public à la question des violences faites aux femmes. Donc nous, traditionnellement aussi, nous menons une action de sensibilisation envers la population. Et nous avons voulu faire un rassemblement le 21 novembre, le samedi qui précède, jour de marché pour notre ville de Périgueux. Nous avons voulu faire une petite action flash, sachant évidemment qu'il y avait les conditions sanitaires à respecter. On s'est dit, on ne va pas pouvoir tracter sur le marché en déambulant comme nous avons parfois eu l'habitude de le faire. Donc, on a déposé une demande on a déposé une déclaration, puisque ce n'est pas une autorisation, mais bien une déclaration que nous déposons. Donc, on a déclaré notre rassemblement et la préfecture nous a répondu que ça n'était pas possible. Donc, le rassemblement était interdit. On a essayé de négocier un changement de lieu pour être sur un lieu avec moins de passages et donc moins de risques sanitaires, puisque c'était en partie ça qui nous était dit. Il nous était quand même aussi dit quelque chose d'absolument hallucinant, c'est que notre action n'était pas revendicative. Donc, ils considéraient que, je sais pas, on faisait une petite danse sur la place du marché. Enfin, bon. Donc, voilà, les deux motifs, c'était les conditions sanitaires et la question de la revendication. Donc, voilà. Donc, on essaie de négocier ce changement de lieu et en fait, on nous dit non, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas changer de lieu. Il se trouve que nous avons participé au rassemblement aussi contre la loi de sécurité globale et que le 21 novembre, il y avait, je crois d'ailleurs que c'était le premier rassemblement contre cette loi ici à Périgueux, ou peut-être le deuxième, enfin peu importe. Donc nous avons participé à ce rassemblement et après, les quelques-unes qui avaient déjà un peu travaillé cette question
de cette action flash se sont rejointes sur les marches du palais de justice, puisqu'on s'est dit que le samedi matin, le palais de justice était fermé, qu'il n'y avait pas beaucoup de passages à cet endroit-là, et qu'on pouvait donc faire notre petite action et la filmer pour la mettre sur les réseaux sociaux. Eh bien, 3 militantes ont vu leur identité relevée ce jour-là, puisque la police est arrivée à la fin de notre action, a relevé les identités, dont la mienne, et j'ai été convoquée, devinez à quelle date, le 25 novembre. Alors évidemment, le policier qui m'a reçu, un homme très courtois par ailleurs, quand je lui ai fait remarquer cette coïncidence, m'a dit eh ben, ce n'est qu'une coïncidence. Mais bon, en tant que militante féministe, c'est un peu marquant. Je crois que je m'en souviendrai sans doute tout le restant de ma vie, que j'ai été auditionnée le 25 novembre au commissariat de Périgueux parce que j'avais participé à une manifestation interdite. Voilà. Donc, c'était le motif de cette audition. J'ai eu en suivant un classement sans suite, puisqu'en fait, c'est le préfet qui s'est plaint au parquet du fait que nous avions fait ce petit rassemblement. Et donc le parquet a demandé à la police de m'auditionner. J'ai été auditionnée, c'est retourné au parquet. Le parquet a classé sans suite. Donc la plainte du préfet en fait a été classée sans suite, mais j'ai quand même eu droit à un petit rappel à la loi, enfin petit, un rappel à la loi. Voilà. Ceci dit, je suis en contact régulier avec une fémène assez célèbre, Sophia, qui m'a dit moi j'en ai 300 rappels à la loi, donc bon, à côté d'elle évidemment, un rappel à la loi c'est pas grand-chose. Voilà, toujours est-il que ce préfet effectivement, je pense qu'il est le reflet des préfets qui sont nommés par le ministère de l'Intérieur. Je lisais ce matin justement que les préfets ont encore plus de pouvoir. Là, au mois d'août, ils ont fait encore passer une loi en catimini sans trop le clamer, qui donne tout pouvoir au ministère de l'Intérieur qui nomme les préfets, et voilà, on est sur une pente vraiment très dangereuse, et c'est pour ça que je disais, la résistance, il faut qu'on continue de l'organiser, c'est vital pour nous et pour notre société, je crois. Merci Pascal. Et alors, ce que tu viens de dire nous amène tout droit à la question suivante sur le point de vue de Femmes Solidaires et ton point de vue à toi sur les lois sur lesquelles nous sommes amenés à combattre ensemble. D'ailleurs, la loi pour le combat pour le retrait de la loi sécurité globale, et puis cette nouvelle loi qui a été présentée avant-hier, je crois, au Conseil des ministres sur, bon, on l'appelle toujours loi sur le séparatisme, même si son titre a été modifié, mais qui n'est pas moins inquiétante que la loi sécurité globale. Eh oui. Bon, moi, depuis les premiers rassemblements, j'ai un petit panneau où j'ai écrit sécurité globale, liberté minimale. Voilà. Cette loi, en fait, ces lois-là, elles vont vraiment dans le mauvais sens dans la mesure où euh, notre pays est en train de prendre un tournant très, 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 très inquiétant. Euh, voilà, la laïcité est fortement remise en question, les libertés sont fortement remises en question aussi, et il nous faut trouver vraiment des modes d'action, parce que bien sûr les rassemblements c'est important, on nous sépare trop justement, mais moi je me questionne beaucoup sur les modes d'action parce que, alors bien sûr, il y a quelques députés qui se rebellent et qu'on voit là prendre la parole à l'Assemblée nationale pour aller contre ces lois, mais voilà, je m'interroge quoi. Je veux pas tomber dans le fatalisme et en disant qu'il n'y a plus rien à faire, mais je lis sans cesse le découragement des citoyens et des citoyennes, quoi. Donc c'est vraiment grave ce qu'ils sont en train de faire, et moi, j'ai eu la chance de grandir. Je suis née dans les années 60, hein, donc j'ai eu la chance de vivre les 30 glorieuses. Voilà, j'ai pas connu le chômage, mais j'ai des enfants qui connaissent le chômage, et puis j'ai des petits enfants derrière qui arrivent. Moi, je sais pas de cette société-là dont je rêve. J'aurais rêvé que
ma descendance et l'ensemble de cette société française et de ce monde, parce que en fait, bon, je vais redire quelque chose qu'on sait tous et toutes. Les richesses, elles sont là. Le monde est extrêmement riche. Voilà, le problème, c'est la répartition des richesses, c'est le partage de ces richesses. Et même dans notre pays, évidemment, hein, quand on voit que les plus grosses fortunes continuent de s'enrichir, mais de manière, c'est écœurant. Donc, voilà. Comment faire pour qu'ils partagent le gâteau? Grande question. J'ai Grande remarqué question. lorsque tu as dit, effectivement, la remarque là, sur le côté insidieux de la pratique du pouvoir. Je ne sais pas si tu as noté ce truc-là, mais il y a un décret qui est paru le 2 décembre qui apporte un certain nombre de modifications extrêmement inquiétantes sur le traitement des données personnelles par la police, etc., enfin par le pouvoir en Ah général. oui, C'est oui, j'ai donc là, c'est pas la loi, c'est à côté de la loi sécurité globale, c'est en gros, finalement, le décret d'application précède la loi. ah C'est mais c'est une je, pratique oui, oui, j'ai très inquiétante. aperçu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça aussi et c'est terrible quoi. Mais bon, ouais, le fichage c'est voilà, c'est Alors, on en arrive, si tu veux, là, je l'ai évoqué en début d'entretien, à dire quelques mots là, sur une militante algérienne. Euh, on a combattu ensemble il y a quelques mois pour la libération de Louisa Hanoun. On se souvient de la part importante que Femmes Solidaires a pris dans ce combat-là. Nous sommes allés plusieurs fois à Bordeaux au consulat. Voilà, je pense qu'à ce moment de notre entretien, c'est bon de rappeler un peu cet épisode, Pascal. oui, oui, ben nous, de toute façon, dès qu'une femme se trouve opprimée, emprisonnée, empêchée, voilà, on est là, quoi. C'est insupportable d'imaginer que des hommes, bien sûr aussi, mais des femmes puissent, du fait de leur action militante, de leur engagement politique, vivre la prison. Il y a une femme aussi là qui est morte d'une grève de la faim là cette année. Et voilà, j'ai déjà oublié son nom, ce qui est fort dommage. Il faut se rappeler d'elle. C'était une musicienne turque, je crois. Voilà, on a accueilli Pinar Selek il y a maintenant en avril 2019. Donc Pinar, c'est aussi quelqu'un qui vit quelque chose d'insupportable. Alors bien sûr, elle est libre, elle n'est pas en prison, mais voilà, ça va de ces femmes exilées, là, exilées pour des raisons politiques, jusqu'aux femmes qu'on emprisonne. En ce moment, il y a une Saoudienne qui est en prison parce qu'elle a aussi fait part de ses revendications. Enfin voilà, dès qu'on revendique, qu'on soit homme ou femme, bien sûr, mais nous, ce qui nous concerne et ce qui nous touche plus, ce sont les femmes. Donc effectivement, Louisa Hanoun, ben, on peut dire aujourd'hui que nous sommes assez fiers d'avoir été ensemble avec vous sur cette lutte, bien sûr. Et puis le résultat qui est là et qui, pour le coup, là, est encourageant. Alors, avec ce qu'il vient de dire, on peut poser la question. Pour revendicatif, votre combat, il y a bien que le préfet de Dordogne qui considère ça. Parce que c'est quand même un engagement très fort. Alors, bon, nous arrivons à la fin de l'entretien. Tu as peut-être quelques mots à rajouter pour les lecteurs de La Raison, donc commentaire libre. Ben, bon, la libre pensée, je m'y intéresse. J'ai même été adhérente à un moment, un peu par négligence sans doute, j'ai arrêté, mais j'aime bien ce que vous défendez. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis citoyenne du monde parce que bon, mon histoire personnelle fait que mes racines sont pas forcément très claires et ça ne me dérange pas plus que ça. Et donc voilà, j'ai la chance d'être une femme blanche, alors j'ai certains privilèges du fait de ma couleur de peau. J'ai la chance d'être dans la classe sociale moyenne, donc j'ai pas trop de difficultés. Voilà, quand par ailleurs on atteint les 10 millions de chômeurs et que le nombre de pauvres dans notre pays ne cesse d'augmenter. Bon, après moi, voilà, j'ai une vie plutôt confortable, on va dire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure. Je côtoie des tas de femmes qui vivent effectivement en dessous du seuil de pauvreté. J'ai dans ma propre famille des gens qui vivent en dessous de ce seuil et donc on est forcément solidaire de toutes ces personnes qui nous entourent et
Voilà, moi, j'ai pas envie de cette société-là. Donc, en tant que citoyenne du monde, j'ai envie que tout le monde vive décemment, dignement. Et nous, on a une sorte de mot d'ordre en ce moment à Femmes Solidaires, c'est on reste debout. Et voilà, on va pas nous faire plier les chines, on va pas nous mettre à terre, on est debout et on est fiers d'être debout. Le mot de la fin. Merci Pascal. Magnifique. Merci à toi.